Identification, première partie, le droit objectif. La compréhension de la règle de droit impose que soit identifiée la règle de droit par rapport aux autres règles de conduite. Étudier ses sources avant de relever les différentes branches. Identification de la règle de droit. Vous allez constater qu'elle se passe par la détermination de ses caractères, ce qui permet de l'opposer aux autres règles de conduite sociale. Caractère de la règle de droit. La règle de droit présente deux caractères principaux, à savoir le caractère général et le caractère obligatoire. Le caractère général signifie que la règle de droit est impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas édictée pour un particulier, elle est commune. Il signifie que la règle de droit n'est pas faite pour s'appliquer à un individu comme tant que elle est faite pour elle est faite comme telle, mais pour tout le monde de manière impersonnelle. On n'a pas d'avance dit que cette règle s'appliquerait à tel. Elle est applicable dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle s'applique de la même manière sur toute l'étendue du territoire, sans distinction. On ne doit pas appliquer de manière différente d'une localité à une autre. Permanente, c'est-à-dire qu'elle doit durer, elle a vocation à régir le présent et surtout l'avenir. La règle de droit est obligatoire parce qu'elle s'impose à tout membre de la société. On n'obéit pas à la règle de droit parce qu'on le veut, c'est parce qu'elle est obligatoire. Et son caractère obligatoire est assuré par la contrainte étatique, ce qui signifie que si un individu ne respecte pas, méprise ou viole une règle de droit, c'est l'État qui va se charger donc de la sanction. C'est ça que nous avons relevé que les sanctions qui caractérisent la règle de droit sont préventives ou répressives et l'État a le monopole et la charge de l'application. La règle de droit doit être distinguée des autres sous-règles de conduite sociale parce que ce n'est pas seulement le droit qui régit le comportement des hommes dans la société. Côté du droit, nous avons des règles morales, nous avons des règles de bienséance, nous avons des règles religieuses. Il faut donc distinguer la règle de droit des autres règles de conduite sociale. C'est pour cela que notre section 2 porte sur la règle de droit et les autres règles de conduite sociale, qui nous amène donc à distinguer la règle de droit de ces autres règles de conduite sociale. En paragraphe 1, nous parlerons donc de la règle de droit et la règle de bienséance. Et tout naturellement, nous releverons que la règle de bienséance sont des usages auxquels il est habituel de se conformer en société. Il s'agit, par exemple, d'une formule de courtoisie, comme se lever le matin pour dire bonjour à ses voisins, ne pas mettre beaucoup de volume et autres. C'est un peu ça, ce sont les règles de bienséance. Contrairement à la règle de droit, la règle de bienséance n'est pas sanctionnée par la contrainte étatique. Si vous ne dites pas bonjour à votre voisin, on ne peut pas vous sanctionner. L'État ne peut pas vous sanctionner à cet effet. Ce qui fait que la différence avec la règle de droit réside sur le fait que les règles de bienséance sont sanctionnées par la réprobation, l'exclusion du groupe, tandis que la règle de droit est sanctionnée par la contrainte étatique. Ce ne sont pas les appareils de l'État qui sont mis en œuvre pour sanctionner la violation des règles de bienséance. En paragraphe 2, nous envisageons la règle de droit et la règle morale. Et ici, nous relevons donc la différence à 3 niveaux. Au niveau de la finalité. Tandis que la règle de droit vise à assurer l'ordre social, la règle morale tend à la perfection de l'individu, à l'épanouissement de la conscience. La morale, c'est la conscience. C'est dans sa conscience qu'on recherche la morale. La source de la règle de droit est gouvernementale,
C'est-à-dire que ce sont les pouvoirs publics, c'est l'autorité publique qui crée la règle de droit, alors que la règle morale résulte de la révélation de la conscience ou de l'éthique sociale. Donc, ces deux règles de conduite sociale sont des sources différentes. Sur le plan même du contenu, la règle de droit et la règle morale s'opposent. Ou parfois se ressemblent parce que parfois le droit formule des règles moralement neutres, telles que l'âge de la majorité, le paiement de l'impôt. Si on ne paye pas l'impôt, on ne peut pas vous sanctionner parce que vous n'avez pas payé l'impôt sur le plan moral. Alors que sur le plan du droit, le non-paiement de l'impôt est sanctionnable. Dans certains cas, les deux formulent des règles communes. Par exemple, le refus du vol, que ce soit sur le plan moral, que ce soit sur le plan de la règle, le vol est interdit. Plus encore, le droit formule des règles condamnées par la morale. Et voilà une opposition même entre le droit et la morale. L'exemple de la prescription extinctive. Celui à qui on doit de l'argent, s'il ne le réclame pas pendant un délai fixé par la loi, on ne pourra plus exiger le paiement. Ça, c'est la prescription extinctive consacrée par la loi. Alors que sur le plan de la morale, lorsque vous devez quelque chose à quelqu'un, on est tenu au paiement, quel que soit le temps. Quel que soit le temps que la dette est durée, on est tenu du paiement. Sur le plan de la sanction, la règle morale et la règle de droit sont différemment sanctionnées. Tandis que la règle morale est sanctionnée par le remords. Par exemple, puisque la sanction étant interne, la règle de droit s'impose aux besoins de la contrainte étatique. L'État qui assure la sanction de la règle de droit, non pour la règle morale. Paragraphe 3, le droit et la religion. Le droit et la religion ne doivent pas également être confondus. Les états de droit sont séparés de l'Église. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, il existe encore les états où l'Église et les états où l'Église et l'État sont confondus. Mais dans le contexte camerounais qui est le nôtre, le droit est distinct de la religion. Et au niveau de le caractère, on pourra donc les comparer au niveau du domaine. En ce qui sont, on va dire que le droit et la religion se ressemblent dans la mesure où ils condamnent certains comportements. Ce sont des règles de conduite sociale. Le viol, l'adultère, la corruption et autres sont sanctionnés aussi bien sur le plan religieux que sur le plan légal, sur le plan de la règle de droit. Cependant, la religion est parfois neutre sur certaines règles de droit, comme le code de la route. Mais la nette différence réside sur le fait que la règle de droit édite certaines règles condamnées par la religion, à l'exemple de la légitime défense. Alors, la légitime défense est consacrée par la loi. C'est-à-dire qu'une personne a le droit de se défendre lorsqu'elle est attaquée. Mais sur le plan religieux, notamment par la religion chrétienne, Jésus-Christ disait par exemple, si on te gifle sur une joue, vous tendez l'autre joue. Sur le plan religieux, on n'a pas besoin de réagir, de se défendre, Dieu va réagir à votre place. La nette différence entre la règle de droit et la règle religieuse se trouve au niveau de la sanction. La violation de la règle religieuse met en cause les relations de l'homme avec la divinité, avec Dieu. La sanction est donc interne. Par contre, la violation d'une règle de droit est sanctionnée au moyen de la contrainte étatique. Voilà ce qu'on pouvait relever
sur la règle de droit et les autres règles de conduite sociale. Bienvenue au second chapitre sur les sources du droit. Elles sont, nous avons dit, les sources de la règle de droit, parce que nous sommes sur la règle de droit, le droit objectif. D'où proviennent ces règles de droit? Des sources. D'où proviennent ces règles de droit? Ces règles de droit sont issues de sources différentes. La principale classification est celle qui distingue les sources internationales des sources nationales. Et c'est justement la classification que nous avons adoptée et qui n'élude pas d'autres classifications qui sont aussi pertinentes. Section première, les sources internationales du droit. Dans cette catégorie, l'on distingue deux principales formes, les traités internationaux et le droit communautaire. Les traités internationaux sont des accords conclus entre des États souverains et déterminant les règles applicables soit dans les rapports entre eux, soit aux relations entre les personnes privées. Ces accords prennent le nom de convention, pacte ou de charte. Quand on parle de traités internationaux, on dit que ce sont des accords entre les États. Seuls les États ont la capacité de conclure des accords internationaux, des conventions internationales. Ces conventions internationales peuvent avoir pour objet soit de régir les rapports entre les différents États signataires, soit les rapports entre des personnes privées, même sur le plan interne. C'est vrai qu'on peut parler d'un accord international sur la lutte contre la corruption. Ce n'est pas un accord qui vise à régir le rapport entre le Cameroun et les autres États signataires de cet accord, mais qui doit être appliqué sur le plan interne. Ça s'applique aux personnes privées, aux populations camerounaises sur le plan national. Alors qu'on peut aussi avoir des accords internationaux qui ont pour objet tout simplement de régir les rapports entre le Cameroun et d'autres États, comment ils vont entretenir des relations, quelles sont les règles à suivre dans leurs différents rapports. Ou accords internationaux. Être classé sur la base d'un double critère. Distinguer le critère et le critère matériel. Sur le plan formel, on distingue les pactes multilatéraux des pactes bilatéraux. Les pactes multilatéraux sont des pactes qui regroupent plusieurs États, j'aurais dit plus de 2 États, comme les accords des Nations Unies, alors que les pactes bilatéraux sont des accords entre 2 États uniquement. Multilatéraux, au-delà de 2, bilatéral, 2 uniquement. Donc, un accord multilatéral, c'est un accord qui regroupe plusieurs États, alors qu'un accord bilatéral regroupe seulement 2 États. Selon le critère matériel, on distingue les traités contrats et les traités lois. Les traités contrats tendent à l'unification de certaines règles applicables à une question donnée, tant en droit interne que dans les relations internationales. Des traités contrats, c'est-à-dire qu'au niveau international, les États vont élaborer un certain nombre de règles qui vont régir des questions comme une loi interne.
On a pris par exemple la Convention de Hambourg sur le transport maritime. Alors que le traité loi ou traité portant unification a pour but l'unification de certaines règles applicables à une question donnée, mais uniquement dans les relations internationales. Ce qui fait que s'il n'y a pas un élément d'extranéité, on ne parlera pas de traité loi. Sur la question du régime des traités, comment les traités sont adoptés, parce qu'on nous a dit que les traités sont des accords signés au niveau des États. Nous allons relever que les traités sont négociés par les plénipotentiaires de l'État, les représentants des États, et soumis à la signature des chefs d'État ou de gouvernement. Ce ne sont pas les chefs d'État qui s'en vont directement négocier les traités, ce sont des représentants des gouvernements qui vont aller négocier, mais la signature est réservée aux chefs d'État et de gouvernement. Lorsque un traité a été signé, il faut encore qu'il entre en vigueur. C'est là que, au regard de la Constitution du Cameroun, l'entrée en vigueur d'un traité au Cameroun est subordonnée aux formalités de ratification et de publication au journal officiel. C'est pour cela que nous relevons ici. Oui, traité, ratification. Oui. À ceci, il faut ajouter la condition de réciprocité. Qu'est-ce qu'on entend par réciprocité, cette condition? Vous dit que lorsqu'un accord est signé, ça ne peut entrer en vigueur, le Cameroun ne pourra être obligé à l'appliquer que si l'autre État qui a signé le traité l'applique aussi, la condition de réciprocité. Par exemple, un accord sur la libre circulation entre le Cameroun et la France ne pourra être exécuté au Cameroun que si la France exécute également. Ça, c'est la condition de réciprocité. L'autre condition d'application d'un traité international est sa soumission ou sa conformité à la Constitution. La Constitution étant la norme suprême d'un État, aucune norme ne peut lui être contraire. C'est pour cela que la Constitution, lorsqu'on a adopté un traité, on doit encore s'assurer que celui-ci est conforme à la Constitution. Si ce traité n'est pas conforme à la Constitution, il ne pourra pas être ratifié. S'il existe, parfois les États ont des techniques pour s'assurer de la conformité des traités à la Constitution. Par exemple, si un État signe un traité, l'État du Cameroun signe un traité, et qu'il y ait un aspect de la Constitution du Cameroun qui soit contraire à ce traité, on peut venir sur le plan interne. On peut soit émettre des réserves à cet aspect du traité international, ou dire que ça ne sera pas applicable au Cameroun, parce que contraire à une disposition constitutionnelle, si c'est possible, parce qu'il existe des traités qui n'admettent pas de réserve, soit on accepte tout, soit on rejette tout. Si, ça c'est la première option. La seconde option serait de venir sur le plan interne et de réviser l'aspect constitutionnel qui serait en désaccord avec le traité international. Permettre donc que la ratification du traité ne soit pas en contradiction avec le traité. Paragraphe 2, le droit communautaire. Le droit communautaire
est un droit issu d'un traité et regroupant plusieurs États sous forme d'une communauté. Par exemple, le droit communautaire sénat, le droit communautaire européen. Les principes du droit communautaire remontent à 1950 avec le pacte qui fonde la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, puis la CEA, Communauté européenne de l'énergie atomique, et la CE, la Communauté économique européenne, 25 mars 1950. Aujourd'hui, l'Union européenne repose sur le traité marxiste du 7 février 1991. Donc, la communauté européenne est le premier exemple de la communautarisation dans le monde. Plusieurs États vont se mettre ensemble pour créer un droit communautaire, un droit qui sera applicable à tous les types. Le droit communautaire en Afrique centrale est récent. Donc, à partir de 1960, avec la vague des années, qu'on va assister à la naissance d'un droit communautaire en Afrique, avec la création des organisations d'intégration économique, telles que l'UDA, la CEDEAO, l'UEMOA, sont là des regroupements économiques qui avaient pour objet économique le développement économique des membres. Côté de ces organisations économiques, regroupements économiques, on assiste à la montée en puissance des droits uniformes, tels que le droit OHADA, qui est un ensemble sans être une organisation économique. Le droit OHADA, c'est une forme de harmonisation du droit qui permet à ce que les mêmes règles du droit s'appliquent sur plusieurs territoires. On a le OHADA qui est un exemple, la CIMA, l'OHADA, Organisation pour la mondialisation en Afrique des droits des affaires, la CIMA, la conférence africaine du marché d'assurance, l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété incorporelle. Les normes communautaires sont d'application directe dans tous les États membres. Contrairement au traité, elles ne subissent pas des formalités de ratification. Nous avons dit que les traités ne devaient entrer en vigueur que lorsqu'ils ont été ratifiés. Ce n'est pas le cas pour le droit communautaire. Lorsque l'organe chargé de l'élaboration du droit communautaire a édité une règle, celle-ci entre directement en vigueur dès sa publication dans le journal officiel ou dès de la communauté. Le droit communautaire se présente sous plusieurs formes. Règlements, les directives, les décisions et les avis. Voilà ce qu'on pouvait relever sur les sources internationales du droit. Qu'en est-il des sources nationales? Elles sont essentiellement constituées de la loi source principale, la jurisprudence, la coutume, auquel on peut ajouter la doctrine. Vous voyez, entre parenthèses, là on relève la on dit loi source principale, la jurisprudence, la coutume et la doctrine. Ce qui est relevant, c'est que important là, c'est relever source principale et source secondaire. Ici, source directe. On pouvait donc au départ parler de source principale et source secondaire, une forme de classification. Source indirecte et source directe, c'est une forme de classification. Mais nous avons opté pour la classification source nationale et source internationale. La loi source principale. Le terme loi peut prendre deux sens, comme le terme loi. Le sens formel et le sens matériel. Au sens formel, la loi désigne toute règle de droit éditée par le Parlement. Toute règle de droit éditée par le Parlement.
règles. C'est-à-dire que ce qui est édité au niveau du Parlement, c'est ça qu'on appelle la loi. Le Parlement crée la loi, adopte la loi. Alors qu'au sens matériel qu'on appelle le sens large, parce que le sens formel peut aussi être le sens strict. Le sens large, le sens strict restreint. Le sens large, la loi se renvoie à toute règle de droit écrite. La loi serait toute forme de règle qui est élaborée de façon écrite. Et donc, c'est ce sens, deuxième sens qui est retenu dans notre titre. Retenu dans notre titre. C'est cela qu'on va parler de la classification des lois. Et que dans la classification des lois, nous verrons encore la loi comme une catégorie de lois. Un texte émanant du Parlement, c'est-à-dire voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est l'article 23 de notre Constitution qui le dit, on distingue les lois organiques des lois ordinaires. Les lois organiques ont pour objet de compléter la Constitution. Ils ont une autorité supérieure aux lois ordinaires. Pourquoi les lois organiques? Les lois organiques, on dit qu'elles ont une vocation à compléter la Constitution. C'est-à-dire qu'elles ont des valeurs constitutionnelles. Une loi portant, changeant donc le mandat présidentiel. C'est une loi organique puisque ça va s'intégrer à la Constitution. Alors qu'une loi ordinaire, c'est une loi comme les autres. Les règlements, la notion de règlement englobe l'ensemble des décisions du pouvoir exécutif et des autorités administratives. Les règlements, l'ensemble des décisions, parce que la règle de droit n'est pas éditée uniquement par le Parlement. La règle de droit peut être éditée par les autorités du pouvoir exécutif et ce sont ces règles éditées par les autorités du pouvoir exécutif qu'on appelle les règlements. Au rang des règlements, on peut citer les décrets, les arrêtés et les circulaires. On distingue les décrets d'application et les décrets autonomes. Un décret d'application, c'est un décret qui est pris en application d'une règle de droit qui existe, peut-être d'une loi qui existe. Alors que les décrets autonomes sont des décrets qui créent la norme elle-même. Les ordonnances, petit 3, sont une catégorie intermédiaire entre la règle, entre la loi et les règlements. La loi est votée, la loi au sens formel est votée par le Parlement, alors que les règlements sont des décisions prises par les textes élaborés par les autorités du pouvoir exécutif. Alors, les ordonnances sont donc à cheval entre la loi et les règlements. Ce sont donc des textes pris par le président de la République sur autorisation du Parlement dans le domaine de la loi. Dans le domaine de la loi. La loi, quelle est la valeur des règlements? Lorsque les règlements ont été ratifiés par le Parlement, elle acquiert valeur de loi. Les ordonnances, autant pour moi, lorsque les ordonnances ont été validées par le Parlement, elles acquièrent valeur de loi. Mais lorsqu'elles n'ont pas encore été ratifiées par le Parlement, elles gardent leur valeur réglementaire. Application de la loi grand B. Lorsque la loi est adoptée par le Parlement, elle doit être promulguée par le chef de l'État et publiée au journal officiel pour entrer en vigueur. Ça,
c'est la procédure d'entrée en vigueur de la loi au sens strict. C'est la loi au sens général qui comprend les règlements. Un décret n'a pas besoin d'une promulgation. Les décrets, les arrêtés sont exécutables le plus souvent dès leur publication. Notamment, c'est le texte réglementaire qui définit ses modalités d'entrée en vigueur. La loi cesse d'entrer en vigueur de produire les effets lorsqu'elle est abrogée par l'autorité compétente. Abroger veut dire que annuler, par exemple. L'abrogation peut être tacite ou expresse. L'abrogation est expresse lorsque une disposition légale, une autre loi vient dire que à compter de dorénavant, l'ancienne loi est abrogée, ne s'applique plus. On dit que l'abrogation est expresse. L'abrogation est tacite, non expresse, lorsque implicite, lorsque, sans parler de l'abrogation expressément, la nouvelle loi vient définir des règles contraires à l'ancienne loi. Dans ce cas-là, on dit qu'il y a abrogation tacite. L'application de la loi dans l'espace est régie par le principe de la personnalité et de la territorialité. Qu'est-ce qu'on entend par principe de la personnalité? Le principe de la personnalité signifie que la loi est appliquée parce qu'on est citoyen en fonction de la personne. Ça veut dire que les lois camerounaises s'appliquent aux Camerounais. La loi gabonaise s'applique aux Gabonais. C'est le principe de la personnalité. C'est pour cela que la loi camerounaise continue de s'appliquer à un Camerounais résident à l'étranger. C'est cela que le statut personnel des Camerounais vivant à l'étranger continue d'être régi par les lois camerounaises. C'est le principe de la personnalité. On renvoie le principe de la territorialité. Territorialité voudrait dire que la loi camerounaise s'applique à toute personne et à tous les biens situés sur son territoire, quelles que soient ses origines. Alors, un étranger au Cameroun sera soumis à la loi camerounaise par le fait du principe de la territorialité. C'est le principe de la territorialité. La loi n'est faite que pour l'avenir, elle n'a d'effet, et à cet effet, elle n'a pas d'effet rétroactif. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on adopte une loi, c'est pour s'appliquer pour l'avenir. Ce n'est pas pour s'appliquer aux choses qui se sont réalisées avant son entrée en vigueur. La loi, en principe, ne régit pas des choses qui sont entrées en vigueur. Si la loi devait s'appliquer aux actes, aux faits qui sont produits avant son entrée en vigueur, ça créerait l'insécurité juridique. On remettrait en cause beaucoup de choses. C'est pour cela que la loi, que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif. Ce principe connaît quelques exceptions. La première exception est la loi est que la non-rétroactivité ne s'impose pas au législateur. Ça veut dire que le législateur, celui qui fait la loi, notamment le Parlement, peut consacrer des lois expressément rétroactives, en disant que telle loi sera rétroactive, justifiant. Ça doit être exceptionnel. La deuxième exception concerne les lois d'interprétation. Ce sont les lois par lesquelles le législateur intervient pour préciser le sens. Les lois d'interprétation sont les lois que le législateur intervient pour préciser le sens d'une loi antérieure, obscure ou ambiguë.
ces lois sont rétroactives. La troisième exception concerne les lois pénales plus douces, qui s'appliquent aux délinquants qui ont commis l'infraction sous l'empire d'une loi antérieure plus sévère. On dit qu'une loi plus douce, pénale, plus douce s'applique aux délinquants qui ont aux faits qui sont produits avant son entrée en vigueur. Exemple. Prenons un délinquant qui a commis les faits d'un vol, sanctionné au moment de la commission des faits de 2 ans d'emprisonnement. Quand il est en jugement, une nouvelle loi intervient, ou bien lorsqu'il a été condamné, une nouvelle loi intervient et dit que son vol est dorénavant punissable seulement de 6 mois d'emprisonnement. Cette nouvelle loi étant plus douce, doit profiter aux délinquants parce qu'on estime que la nouvelle loi est toujours meilleure que l'ancienne. Mais si la nouvelle loi était plus sévère, elle ne s'appliquerait pas aux délinquants. La quatrième exception concerne les lois de procédure et de compétence qui sont rétroactives. Ça signifie quoi? Même si les faits ont été commis sous l'empire de l'ancienne loi et qu'elles sont pendantes, et que la procédure est encore pendante devant les juridictions, qu'une loi de procédure ou de compétence judiciaire venait à être adoptée, cette loi doit saisir directement les faits et s'appliquer à eux. Paragraphe 2. Les sources subsidiaires, la coutume et la jurisprudence. Le mot jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les juridictions sur une question de droit donné de manière concordante. C'est donc la pratique juridictionnelle qui crée le droit. Jurisprudence sera donc une décision de justice, l'ensemble des décisions de justice rendues de manière concordante. Concordante, ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit une décision isolée. La jurisprudence comme source de droit. La coutume, quant à elle, est une pratique prolongée peu à peu et considérée comme obligatoire. On a toujours fait comme cela. Et on a fini par considérer ça comme une règle de droit. C'est ça la coutume. Il ne faut pas confondre avec les règles traditionnelles. La coutume se caractérise par 2 éléments. Un élément matériel et un élément psychologique. L'élément matériel consiste en la conduite, le comportement, l'attitude, l'usage qui est devenu habituel. C'est ça l'élément matériel. Pour qu'il y ait coutume, il faut qu'il y ait un usage, il faut qu'il y ait une pratique, il faut un comportement, il faut une conduite qui est devenue habituelle. Pour qu'un comportement devienne coutume, il faut qu'il soit général, c'est-à-dire largement répandu dans un milieu. Il ne faut pas que ce soit un comportement propre à un individu. Il faut qu'il soit constant, c'est-à-dire régulièrement suivi avec force de l'habitude. Il ne faut pas que ce soit un acte isolé, quelque chose qui s'est produit seulement un jour ou 2 jours. Il faut que ça soit régulièrement suivi par la force de l'habitude. Qu'il soit ancien, coutume, ne se forge pas aussi rapidement, de manière spontanée. Il faut que ce soit dans le temps. Il
faut que ça soit l'attitude, la pratique soit ancrée dans le temps. Et c'est pour ça qu'on dit que au regard de ces éléments, on dit que une fois n'est pas coutume. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait coutume, il faut que ça soit répétitif. Côté donc de cet élément matériel, nous avons l'élément psychologique, qui est l'acceptation du comportement comme obligatoire par l'opinion publique commune. Si une pratique est même ancienne, constante et même générale, et que les gens ne la considèrent pas comme une coutume, elle ne peut pas donc acquérir la force de la coutume, la valeur de la coutume, source de la règle de droit. Donc, coutume, règle de droit. Donc, on a vu la coutume pour la règle de droit. Donc, il a une autorité inférieure à la loi, c'est-à-dire que sont des sources inférieures à la loi. La dernière source de la loi, c'est donc la doctrine. La doctrine, c'est quoi? Ce sont des travaux écrits et publiés consacrés à l'étude du droit. Ce sont des opinions des théoriciens et des praticiens du droit, particulièrement des universitaires et des avocats. Cette doctrine ne fonde pas directement le droit, mais influence et joue un rôle important dans l'évolution de l'ordre juridique. Ça veut dire quoi? On ne peut pas partir dire que comme un universitaire a écrit tel article, ça devient, il a pensé telle chose, ça devient une règle de droit. Non, ce n'est pas encore une règle de droit. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que c'est une source indirecte. C'est une règle de droit parce qu'on peut se baser dessus pour élaborer des nouvelles règles de droit. Quelle influence l'évolution de l'ordre juridique. Voilà donc ce qu'on pouvait relever sur les règles de droit, source de la règle. Merci. Prochaine séance, on parlera des différentes branches